Une fois qu'on a fait cet état des lieux assez sombre de la ressource hydrique, il est vrai qu'il est légitime de se poser la question de savoir si on va faire la guerre pour l'eau. En effet, on l'a vu, on est face à une situation où on a une inégale répartition de la ressource hydrique, qui est couplée à des foyers de densité de population sur ces zones de stress ou de pénurie hydrique, alors même que cette ressource ne va faire que la pression sur cette ressource ne va faire que croître avec l'augmentation de la population et que la problématique de la pollution est entre également dans la course. Donc, est-ce qu'on est face à une ressource qui va se raréfiant et qui va donc être à l'origine de plus en plus de conflits et de situations chrysogènes? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord qu'on comprenne bien ce qu'on entend par bassin versant. Pourquoi? Parce que c'est de là que émergent la plupart du temps les principaux problèmes entre les différents pays. Pour répondre à ça, il faut répondre à la question de qu'est-ce qu'un bassin versant? Alors, un bassin versant est une aire déterminée par des lignes de partage des eaux, à l'intérieur de laquelle toutes les eaux tombées alimentent un même exutoire. Afin de rendre les choses un petit peu plus claires, je vous fais un schéma explicatif. Donc là, je suis en train de réaliser une coupe de bassin versant, où là, vous avez le fleuve, avec ici son estuaire, et ici la mer dans laquelle il se jette. Donc, toutes les eaux, qu'elles soient de surface ou souterraines, qui se jettent dans ce fleuve, constituent le bassin versant. Donc les différentes rivières, mais également les pluies, etc., etc. Alors, la difficulté tient lorsque ce bassin versant est partagé par deux pays, et là, on trace une frontière internationale qui sépare donc le pays amont du pays aval. On voit donc que le potentiel chrysogène du partage du bassin versant tient au fait qu'un bassin versant n'est malheureusement pas la propriété d'un seul pays, mais souvent est partagé entre plusieurs pays. C'est de là qu'émerge le potentiel chrysogène, étant donné que vous allez avoir, la plupart du temps, une logique prédatrice des différents pays qui ont ce bassin versant et la difficulté, du coup, de trouver un règlement au niveau international. Maintenant qu'on a compris ce qu'était un bassin versant, on va voir comment cette problématique se décline dans la réalité. Pour cela, on va prendre l'exemple du Nil. Et le Nil est un bassin versant qui reprend à peu près toutes les problématiques hydriques qu'on peut imaginer. Alors tout d'abord, le Nil, il montre une chose. Il montre qu'il n'existe pas de déterminisme géographique. Pourquoi? Parce que le pays hégémonique est l'Égypte. Or, l'Égypte, dans le bassin versant, est le pays en aval. Par conséquent, c'est le pays qui, normalement, a le moins, au niveau géographique, a le moins la capacité d'exercer son hégémonie sur l'ensemble du bassin versant, puisqu'il ne maîtrise pas la source. Pour autant, on s'aperçoit que l'Égypte consomme à elle seule les 3/4 du débit du Nil. Donc on voit bien là qu'il y a un véritable intérêt à se questionner sur ce qui a fait que l'Égypte se retrouve en position hégémonique. Alors, de façon à clarifier la situation hydrique du bassin du Nil, je vais vous faire un petit schéma. Alors, pour représenter ce bassin versant de façon schématique, il faut imaginer une grande cravate qui est bordée au nord par la Méditerranée. Et donc, cette grande cravate se divise en 3 parties. Ici, on a l'Égypte, ici, le Soudan, alors avec les 2 Soudans maintenant que le Soudan du Sud a pris son indépendance, et ici une partie dans laquelle on a
l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Et en fait, ces pays se partagent la position aval avec, en Éthiopie, les sources du Nil bleu et, dans les autres pays, le partage des sources du Nil blanc, avec notamment le lac Victoria, duquel coule le Nil blanc. Il faut savoir que le Nil bleu, qui prend sa source donc en Éthiopie, représente 59% du débit du Nil, du débit total du Nil. Alors, les accords historiques qui ont été négociés par l'Égypte et le Soudan en 1929 et qui ont été amendés en 1959 leur accordent une exploitation des quotas de prélèvement sur les eaux du Nil qui sont de 65% pour l'Égypte et de 22% pour le Soudan. Autant dire que le Soudan et l'Égypte se sont taillés la part du lion et ont également hérité d'un droit de veto sur tous les projets d'infrastructures qui seront mis en place sur le bassin du Nil. Et c'est donc ces accords-là qui sont contestés actuellement par les différents pays du bout de la cravate du bassin du Nil, donc je répète, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya et l'Éthiopie, qui sont signataires de cette contestation de 2010, qui vise justement à remettre en question les accords de 1929 amendés en 1959 pour une exploitation du Nil. Et l'Éthiopie a notamment son projet ambitieux de mise en place de ce grand barrage de la Renaissance, le grand barrage de la Renaissance, qui est le projet qui fait peur actuellement à l'Égypte. L'Égypte elle-même ayant de façon exactement parallèle, au moment de son indépendance, au moment de Nasser, mis en place ce fameux barrage dont la construction va s'étendre de 1960 à 1970, qui est le barrage d'Assouan, et qui va créer le lac Nasser, et qui va être source de différents problèmes écologiques qu'on pourra voir ultérieurement. Alors, quelle est la réalité géopolitique qui se cale sur ce bassin versant, sur cette réalité hydrique ? On s'aperçoit, comme je l'ai dit précédemment, que l'Égypte, alors même qu'elle n'a pas la position sur le fleuve qui lui permet de l'être, est pour autant la puissance hégémonique du bassin versant du Nil. Or, depuis 2010, vous avez une contestation qui prend de plus en plus d'ampleur sur cette position hégémonique de l'Égypte. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que l'histoire hydrique est en train de rejoindre l'histoire avec un grand H. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on prend le contexte géopolitique actuel, on s'aperçoit qu'on est d'un côté avec une Égypte qui, sur un plan interne, est en pleine recomposition politique, avec justement les conséquences des révolutions arabes et le besoin de reconstruire son pouvoir politique, avec une population du coup qui est fragilisée économiquement, mais également dans ses repères, et avec une difficulté du coup à maintenir sa place sur le plan international. Et c'est exactement dans ce contexte où l'Égypte a des difficultés internes qui ont des conséquences sur sa capacité à maintenir son rang au niveau international et en tout cas au niveau régional, son rang hégémonique au niveau régional, qu'on a l'émergence d'une contestation par des pays qui, avant, ont toujours été les pays en position dominée sur le bassin versant. Et c'est justement là où on s'aperçoit que ces pays d'Afrique noire sont en train de mener, de façon groupée comme on l'a vu, de mener une contestation sur les accords historiques que l'Égypte et le Soudan avaient eu, et donc sur ces accords qui leur permettaient de consommer à peu près 90% du débit du Nil. C'est assez intéressant de constater qu'on est justement face à un rééquilibrage de la puissance au niveau régional. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le projet hydrique éthiopien,
ce fameux barrage de la Renaissance qui est symptomatique de l'ambition éthiopienne sur le plan régional. Au-delà de la réponse aux différentes problématiques économiques, sociales, politiques internes à l'Éthiopie, ce qui est intéressant, c'est que cette volonté d'affirmer sa capacité de maîtriser une infrastructure complexe est justement en réponse, en harmonie avec la recherche sur le plan régional d'affirmation de sa puissance. L'Éthiopie vient juste de sortir d'un cycle de crise, soit des crises de conflits ou différentes crises sociales, etc. Elle vient de sortir de son cycle de crise et elle est en train de s'affirmer progressivement dans la région comme étant une puissance, un pôle de stabilité. Et cette revendication de cette nouvelle état de fait en interne est en train de s'affirmer sur le niveau international par une recherche de sa place au niveau régional. Et cette recherche, cette affirmation de son nouveau statut passe également par la démonstration de sa capacité à maîtriser des infrastructures. Le deuxième facteur qui montre bien ce rééquilibrage des puissances dans la région, mais également à l'échelle internationale, est la place de la Chine dans ce projet. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce que jusqu'alors, les grandes puissances qui accompagnaient les pays africains dans le développement de leurs différentes infrastructures, c'était notamment des puissances occidentales, celles qui avaient la maîtrise de l'infrastructure. Aujourd'hui, l'Éthiopie, à ses côtés, elle a la Chine. Et le fait d'avoir recours à la Chine montre bien qu'on a un rééquilibrage des puissances au niveau international, et que par conséquent la puissance sur laquelle va s'appuyer l'Éthiopie, petite puissance régionale en émergence, est une puissance non plus occidentale, mais une puissance du Sud également, qui est la Chine. Et par conséquent, vous allez avoir l'expertise chinoise qui va être mise au service de l'Éthiopie pour tout ce qui est ingénierie, mais également financement pour la réalisation de ce barrage. Donc ça, on voit bien qu'au niveau du Nil, non seulement il y a une contestation d'un état des faits historique, mais également une volonté d'une affirmation d'un nouveau jeu des équilibres internationaux. On pourrait pousser la comparaison un petit peu plus loin. On s'aperçoit qu'en fait, ça, c'est en résonance avec également ce qui se passe au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, où vous avez exactement le même mouvement de remise en question d'un état de fait historique. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont leur droit de veto sont les 5 puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez actuellement toute une remise en question de cet état de fait historique par une demande des différents pays d'une refonte complète de ce Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi ? Parce que le Conseil de sécurité de l'ONU tel qu'il est fait maintenant ne correspond plus à la réalité du monde tel qu'il est vécu actuellement. On a exactement, c'est exactement dans cette même logique qu'on peut faire une comparaison entre ce qui se passe actuellement au niveau du Nil, la remise en question des hégémonies historiques, avec la réalité des émergences des différentes puissances au niveau régional.